Donc, bonsoir tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire qui a lieu dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Donc, pendant que les gens se connectent à la salle, je vais vous donner les consignes pour notre webinaire. Donc, bonsoir, Monsieur Gay. Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Donc, je me présente. Je m'appelle Isabelle Gosselin. Je suis agente de développement pour le TREL, les partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides. Donc, comme je vous disais, notre webinaire « Conditions des milieux scolaires et familiaux qui favorisent la réussite et la motivation, et la réussite éducative » va commencer dans quelques instants. Vous allez être en compagnie de M. Frédéric Gay qui est avec nous ce soir. Donc, M. Gay est professeur à l'Université Laval et il est titulaire de la chaire de recherche sur la du Canada, je vais le dire comme il faut, je n'ai rien oublié, sur la motivation, la persévérance et la réussite scolaire. Donc, avant de lui donner la parole, je veux vous rappeler que notre webinaire est d'une durée de 60 minutes. Donc, nous allons avoir un 45 minutes de conférence suivi d'un 15 minutes de questions. Donc, pour vos questions, comme on est en mode webinaire, on ne vous voit pas, vous ne pouvez pas prendre la parole directement. Donc, je vais vous inviter à poser vos questions dans le chat, partout où les gens écrivent « bonsoir », tout ça. Donc, merci de prendre le temps de nous souhaiter une bonne soirée. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la conférence. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les prendre en note et pendant la période de questions, je vais les poser à notre conférencier en votre nom. Je veux aussi vous rappeler que notre webinaire, il est enregistré et vous recevrez dans les jours suivants, soit vers la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine, vous allez recevoir le WebiPlus, donc qui est un complément d'information au webinaire. Et vous retrouverez à l'intérieur le lien de rediffusion si vous souhaitez l'écouter. Donc, je vous rappelle, n'hésitez pas, commentaires, questions dans le chat tout au long de la rencontre. Alors, sur ce, je vous souhaite un bon webinaire et on se revoit à la fin pour la période de questions. Donc, M. Gay, à vous la parole. Oui, merci infiniment, Isabelle. Merci à tous et à toutes de vous être connectés ce soir à 19h pour une période où on va parler de motivation scolaire, du rôle des parents ainsi que du rôle des enseignants. Dans un tout premier temps, je vais partager... attendez, c'est pas ça. Je vais partager mon écran pour vous présenter... OK, attends. OK, bon, je suis à la bonne place. Bon, pour vous présenter les éléments que je vais couvrir ce soir durant cette présentation. Alors, excusez. Bon, on sait tous que l'école, le mandat principal de l'école, c'est chez les élèves, c'est une acquisition de connaissances et de compétences. Hein. Les élèves arrivent tous à l'école, par exemple en première année, la première année obligatoire de scolarisation. Désolé, il fallait bien que ça arrive. Je viens d'éteindre. Désolé. Alors, la première année de scolarisation, donc, il y a un niveau initial de compétences qu'ils ont en lecture, en écriture, en mathématiques, et il y a un niveau attendu. C'est-à-dire que les enseignants s'attendent qu'à la fin de l'année scolaire, on va pouvoir atteindre le niveau de compétences qu'on retrouve dans le programme de formation de l'École québécoise. Donc, c'est de même à travers tous les ordres d'enseignement, on a toujours un niveau initial et un niveau attendu. Alors, on parle vraiment à ce moment-là de réussite scolaire. Quand on regarde les facteurs qui sont associés à cette réussite scolaire-là, il y a un premier facteur qui explique beaucoup la réussite des élèves, c'est les élèves eux-mêmes. 50% de la réussite va être expliquée par des caractéristiques individuelles chez les élèves. Donc, on verra plus tard dans la présentation qu'est-ce que j'entends par caractéristiques individuelles. Le deuxième facteur en importance, c'est le rôle des enseignants. Les enseignants jouent à peu près 25% ou expliquent à peu près 25% de la réussite des élèves. La famille, que vous voyez sur l'écran ici, à 6,1%. Vous allez me dire, les parents qui sont ici ce soir vont dire, on ne joue pas de rôle, on n'a presque pas de rôle dans la réussite des enfants, de nos enfants. Il faut faire attention parce que je parlais tout à l'heure des élèves. Ils ont 50% eux-mêmes qui vont expliquer leur taux de réussite, donc qui proviennent de eux, qui ils sont.
Mais qui ils sont, ça dépend en large partie de la famille. Donc, il y a comme un modèle séquentiel. C'est qu'en partie, l'environnement familial que vous allez offrir à vos enfants, les livres que vous leur offrez, des ressources aussi que vous leur donnez, bien, ça fait partie aussi des caractéristiques qu'eux vont réussir à développer à la petite enfance, qui vont amener dans le système scolaire par la suite pour réussir à différents niveaux. Donc, il ne faut pas minimiser le rôle des parents. Ce n'était pas l'objectif de ma présentation. Mais lorsqu'on arrive à l'école, par contre, là, les enseignants jouent un rôle prépondérant. Donc, même nos recherches montrent actuellement qu'une fois à l'école, je ne dis pas avant, là, une fois à l'école, ce sont vraiment les enseignants qui vont jouer un rôle prépondérant, beaucoup plus que celui des parents. Quand on parle des caractéristiques des élèves en situation d'apprentissage, bien, il y a toutes sortes de caractéristiques qui vont être favorables ou non à leur réussite scolaire. Par exemple, la gestion du temps. Un enfant qui est capable de bien gérer son temps, c'est-à-dire de voir qu'il y a différents problèmes de mathématiques dans un examen, puis que là, il ne doit pas passer trop de temps sur le premier problème, bien ça fait partie d'une gestion du temps qui est optimale. Donc, il y a une conscience du temps. Il y a aussi des enfants qui sont anxieux, déprimés, donc qui, dans un sentiment dépressif, bon, ils pensent qu'ils ne sont pas bons, qu'ils ne sont pas adéquats. C'est sûr que c'est des caractéristiques qui, eux, vont amener à l'école, qui ne sont pas favorables à leur réussite scolaire. Aussi, le degré de perfectionnisme. Hein. Il y a des enfants, des adolescents qui sont très méticuleux, très minutieux, qui veulent vraiment bien faire au-delà des standards qui sont attendus. Souvent, on attribue cette caractéristique-là au perfectionniste qui n'est pas nécessairement favorable à la réussite scolaire. Il y a des stratégies d'études aussi qui vont permettre à l'élève de bien réussir, que ce soit celle cognitive, métacognitive, la motivation et l'effort, qui va être vraiment le cœur de ma présentation aujourd'hui, et les habiletés et la capacité d'attention des élèves. Hein? Un élève qui est engagé dans ses études, qui est attentif aux consignes qu'on lui donne, c'est des facteurs qui sont favorables à la réussite scolaire. Donc, c'est juste une partie des caractéristiques individuelles que je vous présente dans cette diapositive-là. Bien évidemment, il en existe bien d'autres. Maintenant, quand on regarde ça, puis on regarde le rôle de l'enseignant joue un rôle prépondérant parce que c'est lui qui va permettre notamment d'expliciter les stratégies d'études ou les stratégies à mettre en place pour réussir des problèmes de mathématiques, apprendre à lire, apprendre à écrire. Donc, il va être un agent mobilisateur des stratégies. C'est lui aussi qui va amener le contenu à l'école, qui est proposé par le programme de formation de l'École québécoise. Donc, c'est lui qui va amener le contenu à parcourir, qui va choisir des livres, qui va finalement offrir des activités pédagogiques qui vont permettre à l'élève de maîtriser les contenus d'apprentissage. Donc, l'enseignant joue un rôle prépondérant pour créer une synergie entre la motivation, les stratégies et le contenu pour amener l'élève d'un niveau initial au niveau attendu. Et là, il va y avoir différents degrés de maîtrise en fonction du niveau attendu parce que ce n'est pas tous les élèves qui vont performer de la même manière à la fin d'une année scolaire. Alors, maintenant, revenons un peu sur le rôle des parents. J'ai parlé des enseignants, mais revenons un peu sur le rôle des parents. L'engagement des parents, qui est souvent un concept qu'on dit qui est essentiel à la réussite scolaire des enfants et des adolescents. Quand on parle d'engagement des parents, on parle du temps, des ressources, de l'énergie et aussi de l'argent, des ressources monétaires dont on dispose qui vont être qu'on va pouvoir offrir à nos enfants en termes d'activités, des activités de loisirs dans lesquelles ils vont pouvoir s'engager, mais aussi l'achat de livres, de matériel scolaire, etc. Donc, un engagement qui peut prendre différentes formes. Quand on regarde les différentes formes d'engagement, justement, chez les parents, on a l'engagement dans des activités à l'école, donc le parent va participer à des activités qui sont offertes à l'école, par exemple les comités, aller à l'école aussi, participer à d'autres activités que l'école va organiser. Bref, il peut y avoir un engagement de la part des parents
dans les activités à l'école et un engagement envers des activités scolaires pratiquées à la maison, par exemple les devoirs. Récemment, je me suis intéressé à ces formes d'engagement-là. Je suis allé fouiller un peu dans la littérature pour m'assurer que c'était vraiment fondé le fait qu'un engagement parental était bénéfique pour la réussite scolaire. Quand on regarde l'état des connaissances actuelles, l'engagement parental et la réussite scolaire des enfants, la relation, elle est maigre. C'est un petit poids. C'est un petit 2 livres que quelqu'un pourrait soulever dans une salle de musculation. Ce n'est pas un effet qui est prépondérant, important. Alors, c'est très surprenant. Puis on se dit, mais comment ça se peut? Même lorsque vient temps de l'engagement dans les devoirs, la recherche montre que l'engagement parental peut produire des effets négatifs. Et là, c'est triste. Alors, pourquoi il y aura un effet négatif de l'engagement parental? Bien, il y a un des facteurs, c'est que peut-être tout simplement les élèves qui sont plus faibles, les parents s'engagent plus, qui explique l'effet négatif, mais aussi la forme d'engagement durant les devoirs pourrait prendre différentes formes. Une forme qui est plus axée sur le soutien de l'enfant et une forme qui est plus axée sur le contrôle. C'est pour ça que nous, en motivation, notre message est clair. On doit comprendre la nature de l'engagement de tous les acteurs, que ce soit les parents et les enseignants, et que cet engagement-là soit favorable à la motivation. Et pas n'importe quel type de motivation, à des motivations qui sont bénéfiques pour l'apprentissage des élèves. Donc, un parent engagé, oui, mais dans la mesure où il va produire des types de motivations qui sont favorables à la réussite des élèves. Un enseignant engagé, bien sûr, mais dans la mesure où il va réussir à développer des motivations chez l'élève qui sont favorables à sa réussite. Alors, justement, quand on parle de motivation, on parle de quoi au juste? On parle d'une énergie psychologique qui est déployée vers l'atteinte d'un but. Donc, la motivation, c'est une réserve d'énergie. C'est l'énergie qu'on a dans nous, un sentiment de vitalité qui va nous permettre d'atteindre un but. Donc, la motivation, c'est pas envers, on ne dit pas qu'un individu est motivé. On va dire qu'un individu est motivé dans l'atteinte d'un but. Par exemple, je suis motivé à réussir en lecture, à maîtriser un texte, je suis motivé à pratiquer un sport, je suis motivé à faire des mathématiques. Donc, la motivation est vraiment dirigée vers des objets et elle va orienter le comportement. Si je suis motivé par rapport à quelque chose, bien, je vais déployer un comportement qui va me permettre d'atteindre mon but. Donc, c'est un peu ça, quand on parle de motivation, on parle d'une réserve d'énergie qui nous permet vraiment d'atteindre des objectifs qu'on s'est fixés ou que quelqu'un nous a fixés, parce que ce n'est pas toujours nous qui décidons, surtout quand on est petit, des objectifs qu'on va poursuivre. Donc, il existe dans la littérature, et c'est pour ça que je faisais bien la distinction, pas n'importe quel type de motivation quand je parlais d'engagement. On parle de deux formes de motivation. Une qui est autodéterminée et l'autre qui est contrôlée. Et ces deux formes-là mènent à des expériences qui sont différentes. J'explique un peu plus en détail ici dans cette diapositive-là les différentes formes de motivation autodéterminée. Il y en existe deux, celle qu'on appelle la forme intrinsèque et celle qui est la forme identifiée. Ici, quand on est dans l'intrinsèque et l'identifié, c'est ce qu'on appelle des formes optimales pour la réussite scolaire des élèves. Quand on est dans la motivation qu'on appelle contrôlée, introjectée et externe, on est du côté sombre de la force motivationnelle, si je peux prendre l'analogie des films de Star Wars. Donc, on est dans des types de motivation qui seraient moins favorables à la réussite scolaire des élèves et à leur expérience à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces différentes formes de motivation-là? Quand on est dans la motivation intrinsèque, c'est le plaisir qu'a un élève à réaliser une activité qu'on lui propose à l'école. Par exemple, il y a des enfants qui vont, lorsqu'ils vont apprendre à lire, vont avoir énormément de plaisir à décoder les mots, à faire du sens dans les phrases qu'ils vont lire.
cet appétit-là va être tel que quand ils vont arriver à la maison, ils vont ouvrir un livre, s'asseoir pour lire un livre, même si ce n'est pas une attente ou une demande de la part des parents. À ce moment-là, on va dire, oh, cet enfant-là est vraiment intrinsèquement motivé par rapport à la lecture. Puis ça peut être vrai aussi pour d'autres activités, par exemple les mathématiques. Des enfants qui, par exemple, vont avoir beaucoup de plaisir à calculer, puis ils vont demander à leurs parents de leur donner des équations de mathématiques le soir, ou encore questionner les parents sur l'importance des mathématiques. Bref, là, on va pouvoir dire que l'enfant a une motivation vraiment intrinsèque, beaucoup de plaisir à apprendre cette matière-là. Mais ce n'est pas tous les enfants qui ont du plaisir à lire, à écrire, puis à développer des compétences dans d'autres matières. C'est un peu utopique de penser que l'ensemble des élèves vivent beaucoup de motivation intrinsèque à l'école. Il existe une autre forme de motivation qui est tout aussi favorable que la motivation intrinsèque, c'est la motivation identifiée. Un enfant peut dire « J'aime pas lire, mais je sais que c'est important. Je suis conscient de l'importance de cette matière-là et de cette activité-là. J'aime pas faire des mathématiques, c'est pas mon plaisir, c'est pas là où je prends le plus de plaisir, mais à tout le moins, je trouve ça important. Je pense que ça va me permettre de me développer comme personne. Évidemment, les jeunes enfants ne vont pas formuler ça de cette manière-là, mais ils vont être capables de voir qu'il y a quelque chose, ils vont accorder une valeur à cette activité-là. Donc là, on est vraiment dans la motivation identifiée. Après ça, on tombe du côté sombre, de la force motivationnelle. Et là, on va parler dans un premier temps de motivation introjectée, donc du côté gris de la diapositive. L'enfant ou l'adolescent va faire des activités scolaires par une sorte de pression interne. Ils se disent, ben, finalement, je vais faire mes sciences. Mes parents m'ont demandé de faire des sciences, m'ont pas obligé, m'ont suggéré. Mais si je ne fais pas les sciences, j'ai l'impression que je vais les décevoir. J'ai l'impression que je vais me décevoir moi-même. J'ai l'impression aussi que je vais vivre la culpabilité, l'anxiété si je ne le fais pas. Fait que je décide de faire mes sciences au secondaire. Donc ça, c'est un exemple de motivation introjectée. Et aussi, ben, il peut y avoir aussi d'autres formes de motivation introjectée, notamment, je dis, moi, je vais faire mes sciences parce que je veux montrer aux autres à quel point je suis bon en sciences. Donc, ce n'est pas vraiment intégré, choisi, autodéterminé. C'est plus une pression qui amène l'individu à vouloir faire des mathématiques ou faire des sciences, pardon. Et la régulation externe, le dernier type de motivation, c'est vraiment d'aller à l'école ou de faire des activités pédagogiques pour obtenir une récompense ou éviter une punition. Je suis toujours surpris d'entendre que dans certains milieux scolaires, on offre de l'argent scolaire, que dans certaines écoles aux États-Unis, on récompense les étudiants pour obtenir, dépendamment de la note qu'ils obtiennent, par exemple, un A, ils peuvent avoir jusqu'à 45 $. Donc, il y a ces systèmes-là qui sont encore très présents dans notre système d'éducation, où on récompense, où on punit l'élève dans le but de le motiver. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu savoir, c'est vraiment le plaisir d'apprendre et la valeur qu'un étudiant accorde à ses études. Est-ce que c'est vraiment positif pour son développement à l'école? Alors, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a réalisé une méta-analyse. Une méta-analyse, c'est qu'on prend toutes les recherches qui ont été faites sur la motivation intrinsèque, sur la motivation identifiée, introjectée et externe. On prend toutes les recherches, on les met tous ensemble, puis on essaie de dégager un portrait général. Puis ce qu'on a observé comme portrait général, c'est l'enfant qui a du plaisir à apprendre ou qui valorise ses activités d'apprentissage. Il a des meilleures notes, il a une meilleure santé mentale, il a plus de vitalité, d'énergie à l'école, utilise des stratégies d'études qui sont plus en profondeur plutôt que d'utiliser des stratégies d'études qui font beaucoup appel au par cœur. Donc, il va manipuler plus des idées, essayer de faire des connexions avec d'autres éléments qu'il a appris dans d'autres matières scolaires. Bref, il y a une meilleure intégration, une intégration qui est plus en profondeur des acquis puis des apprentissages. Persévère plus aussi. Alors, il y a beaucoup d'avantages à avoir une motivation autodéterminée par rapport à une motivation contrôlée. Donc,
Autrement dit, la carotte et le bâton, la pression qu'on va mettre sur les enfants, c'est pas des stratégies qui sont porteuses de réussite et de persévérance scolaire. On est mieux de déployer des stratégies où les élèves vont avoir du plaisir à apprendre, ou s'ils n'ont pas de plaisir, on va les aider à comprendre l'importance de réaliser des activités. Donc, de les convaincre de la valeur des activités pédagogiques qu'ils vont réaliser à l'école. C'est beaucoup mieux de faire ça que d'aller dans le contrôle selon les résultats de recherche qu'on a observés dans cette vaste littérature-là sur la motivation. Vous savez, quand je donne des conférences, puis aussi quand je suis avec des amis, les gens me questionnent toujours, hey, écoutez autant de contenu télévisuel. Vous savez, aujourd'hui, le contenu télévisuel, on voit ici une diapositive avec Netflix, il est démultiplié. Vous pouvez écouter ça sur la télévision, sur les téléphones cellulaires, vous pouvez regarder ça en tout temps, en différé, fait que ça fait énormément de contenu télévisuel que les jeunes peuvent regarder, tout spécialement à l'adolescence, peut-être le contrôle, la surveillance est moins présente, aussi chez les enfants. Fait qu'on s'est beaucoup questionné sur est-ce que vraiment l'écoute de la télévision est un facteur qui pourrait miner la motivation intrinsèque des jeunes à apprendre. Donc, autrement dit, plus j'écoute de contenu télévisuel, plus je perds ma motivation. Puis ça s'inscrit dans deux hypothèses qu'on a sur l'écoute de la télévision et de la réussite scolaire. La première hypothèse, c'est écouter beaucoup de contenu télévisuel crée de la paresse intellectuelle, donc une perte de motivation intrinsèque envers les activités scolaires. Puis pendant qu'on écoute la télévision, on ne fait pas des choses qui sont plus propices à notre développement, notamment lire. Alors, nous, on s'est intéressé à ces questions-là. Donc, encore une fois, on est parti dans cette vaste littérature-là qui porte sur le contenu télévisuel. Et là, j'étais certain cette fois-ci que la relation entre écouter beaucoup de contenu télévisuel serait associée négativement à la réussite scolaire. Donc, un enfant qui écoute beaucoup la télévision ou du contenu télévisuel sur sa tablette ou sur son téléphone devrait moins bien réussir. Ben, je me suis trompé. La relation, elle est de zéro. Il n'y en a pas. Il y a une petite relation négative, mais elle est tellement petite que c'est pas quelque chose qu'on doit considérer comme étant important. Fait qu'évidemment, quand on a sorti ces résultats-là, on était un peu en panique. Fait qu'on a réalisé une autre recherche à partir des données québécoises qu'on avait, puis tout ça. Même constat, il n'y a pas de relation importante entre l'écoute de contenu télévisuel et la réussite scolaire. Fait que là, on était un peu paniqué par rapport à ça. Une des explications qu'on pourrait avancer, c'est que quand on prive quelqu'un de télévision ou quand on écoute moins de télévision, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on a les bonnes stratégies pour apprendre à l'école. Donc, la télévision, c'est une chose, mais par exemple, un parent qui déciderait de réduire le contenu télévisuel chez son enfant, mais ce n'est pas gage de réussite parce qu'encore faut-il que l'enfant sache quelle stratégie mettre en place pour pouvoir réussir ses études. Un enfant qui est privé de télévision va monter dans sa chambre, puis il n'y a rien qui nous dit qu'il va savoir plus quoi faire avec ses devoirs parce qu'il ne dispose pas des stratégies, autrement dit. C'est une première chose. Encore un autre phénomène que j'ai documenté récemment, c'est les écarts de réussite garçons-filles, qui sont importants, notamment en lecture. Puis une des hypothèses, c'est de dire que c'est normal, quand ils sont tout petits, les garçons s'intéressent plus au sport, s'intéressent plus à des activités où ils sont appelés à bouger. Les filles sont plus intellectuelles, donc ils vont plus lire, donc ils vont plus s'intéresser à des éléments qui sont liés à la lecture. Mais du moment où ils vont rentrer à l'école, puisqu'ils sont tous appelés à apprendre à lire, ces différences-là devraient s'amenuiser. Ce n'est pas du tout le cas quand on regarde même à 15 ans, donc ça fait longtemps qu'ils sont dans le système là, scolaire. Donc, à l'âge de 15 ans, 3e secondaire, les différences existent encore. Donc, qu'est-ce qui se passe? Une des hypothèses, c'est que
peut-être une culture à l'effort qui est moins présente chez les garçons. On envoie peut-être le message à nos garçons que s'ils mettent trop d'efforts, c'est qu'ils ne sont pas intelligents, alors que ce n'est pas le message qu'on envoie aux filles. Il y a les stéréotypes de genre. Évidemment, la lecture, c'est pour les filles, les mathématiques pour les garçons. Et en passant, les filles réussissent aussi bien que les garçons en mathématiques et en sciences. Donc, il y a peut-être juste le stéréotype de genre qui s'appliquerait à l'activité de lecture et aussi la motivation qui serait beaucoup moins grande par rapport à l'apprentissage de la lecture chez les garçons. Donc, la motivation peut être un élément qui nous permet de comprendre pourquoi il existe des différences sur le plan de la réussite, donc une motivation intrinsèque moins importante chez les garçons. Évidemment, vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait pour mobiliser cette motivation-là? Qu'est-ce qu'on doit mettre en place comme intervenant, comme parent? Puis vous pouvez vous questionner aussi comme parent, puis comme enseignant. Donc, mes élèves, mon enfant, est-il dans motivation intrinsèque? Est-il dans motivation identifiée, introjectée ou externe? Donc, c'est à vous d'essayer de trouver où se situent dans un premier temps vos élèves ou votre enfant. Puis après ça, dans un deuxième temps, dépendamment où il se situe, s'il est dans motivation intrinsèque dans toutes ces matières scolaires, il n'y a pas d'enjeu, ça va bien. Mais s'il est plus dans la motivation externe, ben là, à ce moment-là, peut-être d'arrêter de donner des récompenses et des menaces de punition. Puis s'il est vraiment dans le côté introjecté, aussi d'essayer de l'amener à faire des activités qui sont plus pour lui. Mais on a une approche qu'on appelle l'approche CAA qui permet de mobiliser la motivation autodéterminée des élèves. Vous savez, quand on tombe en panne sur la route, je ne vais pas faire de publicité pour le CAA, mais quand même, c'est la principale ressource qu'on va appeler pour nous venir en aide lorsqu'on tombe en panne. Mais c'est un peu la même chose en motivation. Pourquoi on parle de l'approche CAA en motivation? Parce que ça fait référence à 3 ingrédients qui font la différence pour la motivation des élèves. On parle de la compétence pour le C, A, autonomie et appartenance. Alors, le besoin de compétence, c'est le besoin de se sentir compétent lorsqu'on exécute une tâche. Le besoin d'autonomie, c'est de sentir que nos actions sont délibérées et non contrôlées, donc on a l'impression d'avoir un impact sur notre environnement, qu'on n'est pas dans un environnement qui est contrôlant, mais où on peut effectuer des choix, même quand on est petit. Et le sentiment d'appartenance, c'est de se sentir accepté et aimé par des personnes significatives de son entourage. Là, j'aimerais juste faire une précision, c'est que dans l'approche CA, on propose que ce sont des besoins. Au même titre qu'on a besoin de se vêtir, de se nourrir et de se loger pour assurer notre survie, on a besoin de se sentir compétent, autonome et lié significativement aux autres pour pour croître sur le plan psychologique, pour se développer à son plein potentiel. Donc, autrement dit, si ces besoins-là ne sont pas comblés, sont frustrés, ben là, on est plus à risque de ne pas développer son plein potentiel. Alors, c'est vraiment important quand on parle de notion de besoin, c'est fondamental. Vous avez juste à penser, vous, en tant qu'adulte, des situations dans lesquelles vous êtes retrouvé, où vous ne vous sentiez pas compétent, vous sentiez que vous étiez plus un pion qu'un acteur qui pouvait changer des choses et que même dans des situations où vous vous sentiez rejeté par les autres, est-ce que vous aviez, à ce moment-là, vous étiez en bonne condition psychologique? Ben, poser la question, c'est y répondre, c'est-à-dire que souvent qu'on vit ces frustrations-là sur le plan de la compétence, de son autonomie et de son appartenance, il en résulte un fonctionnement qui est moins optimal. Et justement, on a vécu une période qui est la période de la pandémie, dont on a beaucoup parlé, où le besoin de compétences, d'autonomie et d'appartenance des jeunes a vraiment été mis à mal. On le voit dans certains sondages canadiens qui ont été réalisés, surtout auprès d'adolescents. On voit que leur santé mentale a été affectée. Et nous, l'hypothèse qu'on fait, c'est que c'est parce que leurs besoins psychologiques
n'ont pas été comblés parfaitement durant la période de pandémie. Puis on va essayer de faire une analyse, prochaine diapositive, je fais une analyse un petit peu plus en lien avec le milieu scolaire. Première des choses dans le contexte de pandémie, ce qu'on a observé, c'est que les interactions entre les élèves n'ont pas été les mêmes. Moins de sport en équipe, moins de relations à l'extérieur de la classe. Donc, le sentiment d'appartenance a vraiment été, le besoin d'appartenance sociale a vraiment été mis à mal. Sur le plan de la compétence, on observe une plus grande variabilité sur le plan des acquis scolaires en mathématiques et en lecture à cause du soutien différent que les élèves ont pu recevoir de la part de leurs parents et des enseignants. On a fait une enquête lorsque les cours ont été donnés en ligne à l'hiver 2020 et à l'hiver 2021. Et ce qu'on a remarqué, c'est que le sentiment de compétence des élèves a vraiment chuté lors de ces deux périodes-là, lorsqu'on les compare à des élèves qui n'ont pas vécu la pandémie. Donc, on avait des données sur des élèves du même âge qui n'avaient pas vécu la pandémie, donc qui étaient passés dans le système scolaire un peu avant. Eux avaient un sentiment de compétence relativement élevé, mais nos étudiants actuels du secondaire ont un sentiment de compétence un peu plus faible. Pourquoi? Ben, suivre des cours en ligne, c'est de ne pas avoir des rétroactions individualisées de la part de son enseignant. C'est aussi vivre des expériences qui sont différentes d'un milieu familial à un autre. Il y a des milieux familiaux qui offrent beaucoup de soutien, qui vont être là pour aider leurs enfants, d'autres beaucoup moins. Pour caricaturer, c'est pas tout le monde qui avait la chance de suivre au secondaire son cours de mathématiques en ligne au chalet. Il y en a qui ont vécu des expériences qui étaient pas mal différentes. Il y a des enjeux liés à la santé mentale aussi qui se sont développés, comme j'en ai parlé tout à l'heure, anxiété, dépression, qui peuvent être liés au fait que leur autonomie n'a pas été supportée, donc ils n'ont pas eu la chance d'exercer autant de choix. Aussi qu'on les écoute dans les difficultés qu'ils vivent, il n'y avait peut-être pas cette place-là qui était possible dans le contexte de pandémie, surtout quand les cours se donnaient en ligne. Donc, je vous parle du principe CA. Ce qui devient important, c'est d'essayer de trouver des moyens pour mobiliser les perceptions de compétences chez l'enfant. Donc, un premier moyen pour nourrir le besoin de compétences, désolé pour être plus précis, pour les enseignants comme pour les parents, c'est de formuler des objectifs et des attentes de réussite claires. C'est quoi les attentes? À quoi je m'attends comme parent et à quoi je m'attends comme enseignant sur le plan des critères de réussite. Les élèves doivent les connaître. Aussi de prévoir des activités qui sont stimulantes, qui vont susciter le développement de la compétence chez les enfants. Vous savez, les enfants n'arrivent pas tous au même niveau à l'école, puis il y en a qui ont eu la chance de développer déjà une bonne partie des compétences qui sont enseignées à l'école, à la maison. Donc, eux, il faut réussir à différencier un peu les activités qu'on leur propose pour que ça demeure stimulant pour eux. Puis pour d'autres élèves, ben, c'est d'arriver à un niveau qui est un peu inférieur, de manière à pouvoir, eux aussi, qui puissent être stimulés. Donc, la tâche ne soit pas au-delà de leurs habiletés, mais plutôt dans leur zone proximale qu'on appelle de développement, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin des habiletés qu'il est capable de maîtriser, puis on lui donne un texte à lire qui va être pas loin de ces habiletés-là, alors qu'un élève qui est plus doué aurait un autre texte à lire qui est plus difficile. Tout ça pour qu'il ait des activités stimulantes et qui continue à nourrir son besoin de compétences. C'est quand je parle de besoin de compétences aussi, c'est important de comprendre que c'est une impression que l'élève a. Il y a des élèves qui réussissent très bien à l'école et qui ne se sentent pas compétents. Eux, il faut intervenir avec eux pour leur montrer que non, leur degré de réussite est très bien et les convaincre du fait qu'ils sont compétents, de les aider à apprécier les notes qu'ils reçoivent pour qu'ils puissent se sentir bons à l'école. Parce que se sentir bon à l'école, c'est un gage de réussite et de persévérance à l'école. Donc, on doit vraiment nourrir ça. Puis l'élève qui n'est pas très bon, mais qui se trouve bon, lui, c'est moins un cas. Il y a une illusion de compétence, mais c'est pas grave, ça va l'amener à se mobiliser et à réussir quand même. Il faut aussi aider les enfants à identifier leurs erreurs, comprendre pourquoi ils ont fait une erreur et identifier des stratégies pour qu'ils puissent réussir.
Donc, c'est pas juste, notre rôle, c'est pas juste comme enseignant d'identifier l'erreur, mais aussi de l'amener à comprendre pourquoi il a fait cette erreur-là. Donc, il doit comprendre. Puis après ça, une fois que j'ai compris pourquoi j'ai fait l'erreur, ah tiens, j'ai oublié de soustraire ici. Comment à l'avenir, je pourrais ne pas oublier de soustraire ici? Quelles sont les stratégies que je pourrais déployer? Alors, l'enseignant pourrait l'aider à ne pas oublier les stratégies qu'il doit mettre en place dans la résolution de problèmes. Donc, c'est vraiment de l'accompagner. Donc, donner du feedback, c'est pas juste de dire « t'es bon, mon grand », parce que ça montre pas à l'enfant quelle stratégie il doit déployer pour réussir. Puis surtout, il y a des recherches qui montrent que utiliser des commentaires positifs qui sont généraux, du genre « Hey, wow, t'es intelligent ben c'est peut-être pas la chose la plus favorable pour la motivation des jeunes parce que lorsqu'ils échouent par la suite, ils vont se dire « Ça y est, je suis pas intelligent ». Alors, vaut mieux dire aux enfants qui ont réussi parce qu'ils ont déployé les bonnes stratégies ou encore parce qu'ils ont mis les efforts nécessaires. C'est deux aspects sur lesquels ils ont du contrôle. L'intelligence, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus comme enfant. Souvent, les enfants vont dire tu l'as ou tu ne l'as pas. Les stratégies, je peux les acquérir, puis l'effort, je peux en mettre plus. Donc, c'est deux trucs qui peuvent être utiles pour aider les enfants à développer leurs besoins de compétences. OK. Maintenant, comment augmenter les perceptions d'autonomie chez les étudiants et les élèves? Souvent, je dis aux gens, si vous voulez favoriser le sentiment ou le besoin d'autonomie, oubliez les récompenses dans un premier temps. Parce que la récompense, l'enfant se sent comme un pion. Il me donne une récompense parce qu'il veut que je fasse ce qu'il me demande de faire, puis il ne me fait pas confiance en plus. Il ne pense pas que je suis capable de le faire par moi-même. Il faut qu'il me donne une récompense pour que je puisse le faire. Ça brime le besoin d'autonomie. À l'inverse, nous, ce qu'on propose, c'est de donner des choix. Et les gens disent, ben c'est ça, un enfant de 5 ans pourrait décider, par exemple, de ne pas décider de lire ou d'écrire, donc il n'y aurait pas de structure. Non, ça prend une structure. Au contraire, un cadre, et les enfants vont pas adorer avoir un cadre, mais un cadre, quelque chose de sécurisant qui permet de bien mobiliser les besoins de compétences, mais aussi le besoin d'autonomie. C'est-à-dire que dans le cadre, l'enfant va savoir c'est quoi les règles, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, mais en même temps, il va pouvoir exercer à l'occasion des choix. Bon, la première affaire pour favoriser le besoin d'autonomie, c'est de justifier pourquoi on demande aux élèves, pourquoi on demande à notre enfant de réaliser une activité d'apprentissage donnée. Qu'est-ce que ça donne d'apprendre des mathématiques? Pourquoi j'apprends ça aujourd'hui? Donc, c'est d'essayer de trouver des exemples qui vont permettre aux enfants de comprendre la plus-value de faire des mathématiques ou d'apprendre à lire et écrire ou encore d'avoir des cours d'univers social. Bref, c'est d'essayer de trouver des justifications qui vont permettre de dire à l'enfant, ça y est, je trouve ça important, tu m'as bien justifié. Offrir des choix. Je me rappellerai très bien qu'au secondaire, un de mes enseignants de français nous avait donné la possibilité de choisir le pays sur lequel on était pour faire un exposé oral. Ce choix-là nous avait tous mobilisés. On travaillait en partie en équipe et aussi, on avait la possibilité d'aller faire notre travail à la bibliothèque. Donc, il fallait quitter la classe, se rendre à la bibliothèque, aller chercher des livres pour pouvoir travailler sur notre pays. Au départ, les étudiants disaient, les élèves vont dire, bon, on n'ira pas à la bibliothèque. Mais finalement, on est tous allés à la bibliothèque. Et les autres profs qui peut-être avaient dans leur tête, voyons, il est malade de faire ça, de leur faire confiance, de leur permettre d'aller à la bibliothèque, bien, autrement dit, 100%, on est allé à la bibliothèque. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé, le fait de nous avoir permis premièrement, de faire un choix, c'était quelque chose de stimulant. Deuxième des choses, il nous faisait confiance, donc ça nous a permis de préserver et d'augmenter même notre motivation intrinsèque à l'égard de cette activité d'apprentissage. Écouter aussi, reconnaître les sentiments des élèves. Des fois,
ça peut les aider à demeurer motivés d'une manière autodéterminée, c'est-à-dire de développer une plus grande motivation identifiée. Par exemple, de dire à des enfants, je comprends là, que cette partie-là n'est pas nécessairement intéressante et plus difficile, puis que certains peuvent se décourager, mais laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est important qu'on réussisse à le faire, puis comment on va réussir à atteindre cet objectif-là tous ensemble. Donc, de reconnaître leurs sentiments, de les écouter, c'est quelque chose qui va leur permettre de mobiliser leur motivation autodéterminée. Ou si on peut les questionner sur des stratégies qu'ils déploient. Moi, je te propose cette stratégie-là, mais toi, quelle stratégie tu aurais utilisée pour solutionner tel problème ou pour décoder tel mot ou pour comprendre ce passage-là d'un texte? Alors, les questionner, c'est montrer à quel point on respecte leur opinion et à quel point aussi on peut favoriser leurs besoins d'autonomie. Bref, les enfants ont le besoin d'être les acteurs de leurs circonstances de vie. Nous devons donc leur donner des occasions d'être ces acteurs-là en leur permettant de réaliser certaines, en leur proposant certaines activités pédagogiques dans lesquelles ils vont pouvoir choisir. Ça, c'est une des techniques qui peut être utilisée, des pratiques, pardon, pédagogiques qui peuvent être utilisées. Augmenter les perceptions d'appartenance chez l'enfant. Vous savez, on a réalisé des recherches qui montrent que le fait de développer un lien d'attachement positif avec des enfants qui ne repose pas sur du contenu à enseigner, sur rien, là, juste la relation, d'établir une relation positive avec un élève, c'est quelque chose qui mobilise sa motivation intrinsèque et qui, par l'effet même, l'aide à le réussir. Donc, avant de présenter du contenu, des stratégies à déployer pour apprendre à écrire au primaire ou au secondaire, toutes techniques qui vont leur permettre de développer leurs compétences, c'est de créer une relation. Une fois qu'on a créé une relation, les enfants vont être plus disposés, les adolescents vont être plus disposés à apprendre. J'ai toujours été étonné, pour ma part, quand mes enfants fréquentaient l'école secondaire, de voir qu'il y a un prof dans l'école qui, à la fin de l'année scolaire, il y avait toujours un petit événement où tous les profs étaient là et les élèves étaient là. Puis, je voyais qu'il y avait un prof qui avait toujours plein d'élèves qui gravitaient autour de lui. Puis là, ben, OK, il a l'air d'être populaire. Mais un jour, une année scolaire, pardon, ma fille l'a eu. Et j'ai dit, tiens, je vais en profiter, je vais lui demander, je veux dire. Puis elle a gravité autour de ce prof-là aussi. J'ai dit, je vais en profiter, je vais lui demander, pour demander, qu'est-ce qu'il y a de spécial, le prof? Et je dis, mais pourquoi vous êtes tous après lui? Elle me dit, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il nous aime, qu'on est intéressant, qu'on est important pour lui. Puis c'est ça la raison pour laquelle on est autour de lui. Puis je dis, ben ça niaise-tu dans son cours parce qu'il a l'air funny? Puis non, on niaise pas, mais il s'intéresse à nous. Puis c'est pour ça qu'on est autour de lui. Puis c'est pour ça, papa, que j'ai autant appris en mathématiques cette année. J'y fais confiance, puis je suis prêt à me développer, puis il va m'aider, puis je sais qu'il est là pour moi. Alors, c'est un peu ça, développer le sentiment d'appartenance. C'est de montrer que vous avez à cœur la réussite, montrer que vous êtes disponible pour les aider, prendre plus de temps avec eux lorsqu'ils ont des difficultés et éviter de donner de l'attention qui est seulement conditionnelle à une réussite. C'est une attention qui est basée sur l'élève qui il est, malgré ses difficultés, malgré les challenges qu'il vit. Alors, ben, ça rentre en plein pile poil dans les 45 minutes. Alors, merci infiniment, puis ben, je suis disposé à répondre à vos questions. Et merci beaucoup, vraiment. Ça a été très intéressant. C'était trop court. Moi, j'en aurais pris encore. J'ai plein de questions qui me viennent. Je suis convaincue qu'il y a des gens aussi qui vont... Alors, c'est le temps. Là, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. En fait, avant que j'aille à mes questions, si jamais on n'en a pas d'autres, il y a Francesca qui a une question pour vous. Elle nous demande pourquoi il y a un enfant qui développerait plus de motivation autodéterminée pour une matière, puis pas du tout ou très peu pour une autre. Ah, c'est possible. Oui, bien, excellente question.
Je pense qu'il y a des effets aussi euh, génétiques, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt naturel chez les personnes pour s'intéresser à certaines activités, d'autres un peu moins. Et je pense que ça peut être une source d'explication, donc un intérêt naturel des gens vers ça. Deuxième explication, c'est que habituellement, on développe une motivation autodéterminée par rapport à quelque chose dans lequel on se trouve bon. Fait que si on n'est pas bon, c'est plus difficile de développer cette motivation autodéterminée. Donc là, vous pouvez voir tout de suite le cas de figure. Il y a des élèves qui sont pas bons dans tout. Il y en a qui sont très bons en mathématiques, d'autres beaucoup moins en français, d'autres excellents en univers social, d'autres moins bons en sciences. C'est pour ça qu'il y a des profils différenciés d'intérêt. Et c'est pour ça aussi que les gens, en fonction des intérêts ou de la motivation autodéterminée qu'ils vont avoir développé dans leur cours, vont faire des choix de carrière qui sont correspondants. On s'en va pas habituellement, on s'en va pas dans des carrières dans lesquelles on n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est pour ça que les modèles dominants en orientation scolaire et professionnelle reposent vraiment ces intérêts des jeunes qu'ils ont dans des matières puis dans des sphères de vie qui sont connexes. Évidemment, les modèles d'intérêt de carrière ne découlent pas des disciplines scolaires, là, mais ils vont dire, est-ce que tu as un intérêt pour être entrepreneur, artistique, etc. Là. Mais ça fait appel à des matières scolaires, ça. Ce qui est en dessous de ça, c'est définitif. Là. Mais est-ce qu'il y a une différence? Parce que là, si mettons, on prend des élèves du primaire qui ont le même enseignant, qui enseigne toutes les matières, versus au secondaire, où là, j'ai plusieurs enseignants pour chacune de mes matières. Est-ce que ça vient créer une différence au niveau de cette motivation-là? Est-ce que ça va venir jouer? Est-ce que les élèves vont être moins motivés peut-être? Je ne sais pas trop. Là, comment ça Ce qui risque de se passer, c'est que un enseignant qui, par exemple, n'a pas des pratiques pédagogiques optimales au primaire, ça risque de teinter sa motivation pour l'ensemble des disciplines scolaires. OK. Oui. Au secondaire, il risque d'avoir un petit peu plus de variabilité sur le plan de la qualité de l'enseignement. OK. Donc, là, ça peut produire pour une année scolaire donnée, donc ça peut produire des niveaux de motivation qui sont différents. Il y a une affaire, un autre phénomène qui peut se passer au secondaire, c'est « Shot, j'aimais ça, les maths. Là, j'aime plus ça à cause de lui ou d'elle. » Là, moi, je suis perdu. Là, on dirait que les pratiques ont changé. Là, je n'arrive pas à comprendre. Puis quand je demande de l'aide, je suis rendu gêné de demander de l'aide, puis je me fais retourner. Donc, oui, l'effet enseignant peut avoir produire une démotivation en mathématiques ou dans n'importe quelle discipline, en fait. Oui. Quelque chose qu'on aimait, puis que là, on n'aime plus. C'est pas parce qu'on l'aime plus, la matière, c'est parce que le prof n'est pas optimal dans son enseignement. Okay. Puis est-ce que cet effet-là peut être à ce point si fort que d'une année à l'autre, on va avoir ça une année, là, je vais aimer mes maths, puis l'autre année d'après, malgré que, mettons, j'ai des compétences, puis tout ça, que les autres années d'avant, j'aimais ça, cette année-là, ça pourrait me démotiver au point de, je sais pas, peut-être pas vivre des échecs, mais ça soit vraiment plus difficile? Oui, fort probablement. Mais c'est sûr que quelqu'un qui est très bon, qui est excellent, c'est juste qu'il va le devenir un petit peu moins. Okay. Mais là, la personne, vous savez, il y a le phénomène de comparaison sociale. Il va se comparer, il est rendu où par rapport aux autres. Moi, j'étais encore dans les bons, c'est correct, mon passé, m'a continué à faire des maths. Là. Okay. Pour quelqu'un qui est plus fragile là, sur le plan de ses mathématiques, là, qui tombe avec quelqu'un qui a un prof qui est moins optimal, là, oui, ça peut amener un certain découragement et puis dire, les maths, c'est pas pour moi, j'oublie ça. OK, merci. On a quelqu'un qui... Oh, excusez-moi, pardon. Non. C'est bon, OK, parfait. On a... Non, c'est bon. Mais Saoud qui nous demande, qui nous dit, dans le fond, avoir un projet d'avenir clair, ça favorise la motivation, dans le fond. À un certain niveau, oui, mais moi, je pense pas que les... en fait, j'avais fait des analyses là-dessus, puis l'effet n'était pas si net que ça d'avoir un projet vocationnel comme une force mobilisatrice de la motivation. Moi, je pense que si vous voulez vraiment mobiliser la motivation des élèves, ça passe par l'effet enseignant, un effet enseignant, donc de proposer des activités pédagogiques dans lesquelles les enfants vont pouvoir avoir du plaisir.
plaisir n'égale pas laxisme. Mhm. Plaisir égale vouloir apprendre, même dans des activités qui sont difficiles, mais de créer des choses qui sont intéressantes pour les élèves, vont les amener à se dépasser. Et on peut toujours être tout aussi rigoureux dans l'évaluation des apprentissages, dans la façon de leur présenter des choses, mais encore faut-il que ça soit plaisant pour eux. Puis si c'est pas plaisant, comme je dis, si au moins ils valorisent, c'est déjà ça de prix. OK. Mais c'est l'expérience à l'école. Tu sais, je dis pas que les services d'orientation sont pas importants. Ils sont importants pour les choix à venir, puis tout ça, puis les aider à. Mais je pense que l'effet enseignant est beaucoup plus important. Puis l'effet pour des parents aussi, parce que là, il y a peut-être des parents qui se disent « Oh, ben là, mais moi, j'ai pas d'impact sur mon enfant, mais le fait de lui faire vivre des expériences, qu'est-ce qu'un parent peut faire pour aider son jeune à ce niveau-là? » Ben, moi, je pense que c'est sûr que rendu à un certain niveau, on peut plus l'aider dans les contenus, là. Okay. Moi, j'étais vite dépassé, là, je veux dire, en mathématiques, en sciences, tout ce qu'ils apprenaient au secondaire, je pouvais pas les aider là-dedans. Moi, c'était impossible. Par contre, je peux les aider à s'organiser dans le temps. Je peux les écouter. Je peux les aider à prioriser. Tu sais, je peux faire plein d'affaires comme parent pour essayer de les appuyer. Je peux faire aussi un peu de monitoring qui n'est pas contrôlant. Dire, ben, est-ce que tu as fait des devoirs? À quel moment tu penses les faire? C'est quoi ton idée? C'est quoi ton plan de match? J'aimerais ça t'écouter là-dedans. Parce que là, je vois que ça fait un petit moment là, que tu fais pas grand-chose. Ouais. J'ai des inquiétudes, tout ça, sans dire, hey, gars, si tu fais pas tes devoirs, là, ça va pas tomber dans le contrôle, parce que les enfants, de manière générale, même si vous êtes très contrôlant, ça va pas nécessairement amener une plus grande motivation à l'école. Ils vont le faire pour vous faire plaisir, puis tout ça, mais ils le feront pas parce qu'ils vont apprendre à valoriser le contenu des matières scolaires. Donc, autant éviter le contrôle. Puis surtout, un autre comportement aussi que les parents doivent essayer d'éviter un peu, c'est de donner juste de l'attention quand ils réussissent bien. Ça, c'est pas... ça développe beaucoup de motivation introjectée qui fait en sorte que c'est une expérience scolaire qui est moins optimale. Là. Oui, à fond, valoriser les efforts. Ouais, il faut que les efforts, puis essayer aussi de comprendre, mais, ça a mal été, bon, pourquoi ça a mal été, qu'est-ce qui s'est passé, tout. Ouais, tu sais, d'essayer de comprendre un peu, plutôt de dire, ben là, t'as pas assez étudié, ou tout ça. C'est pas de la veille, je le sais, donc, d'essayer de trouver d'autres choses qui vont permettre à l'enfant de se développer. Ben, puis je dis pas, là, comme parent, à un moment donné, on peut pas être exaspéré, c'est pas ça. C'est toujours de la balance entre comment je peux satisfaire les besoins psychologiques de mes enfants le plus possible. Puis oui, j'ai le droit à mes moments où, à un moment donné, j'ai la mèche courte, puis ça va sortir peut-être un petit peu plus de manière contrôlante, mais c'est la balance des expériences positives qui est plus souhaitable. On est des humains. Hein? On est des humains après tout. Ça peut avec des journées où nos besoins ont peut-être été frustrés. Je me suis fait tomber dessus par mon boss. Non, c'est ça. Je me sens à poche. J'ai un conflit avec un collègue au bureau. Puis là, vous arrivez à la maison, l'aide aux devoirs, mais c'est sûr que c'est plus difficile. Exactement. Merci. On a quelqu'un qui nous demande, Michel, il nous dit si l'approche CAA propose des besoins. Comment percevez-vous le niveau envers ces besoins et leur réponse par les structures actuelles? Quelle serait votre première suggestion à déployer? Ouais, ça c'est une maudite bonne question. C'est sûr que je trouve qu'il y a encore un peu trop de contrôle dans nos écoles. Puis, je vais le dire, je ne connais pas un seul enseignant qui est mal intentionné par rapport à la réussite scolaire de ses élèves. Je pense que tout le monde est bien intentionné, sauf les moyens différents. Et je pense que là, on a une possibilité avec le nouveau projet de loi qui a été déposé sur la formation professionnelle où les enseignants doivent suivre à peu près 30 heures de formation professionnelle sur 2 ans, si ma mémoire est bonne. Je pense qu'une partie de la formation professionnelle doit être donnée
c'est sûr que c'est mon enjeu à moi, mais sur la motivation des élèves. Là. OK. Comment soutenir leurs élèves, dans le fond? Comment soutenir leurs élèves, puis là, on a une stratégie, on a une prise par rapport à ça. OK, excellent, parfait. On a même justement quelle stratégie de collaboration école-famille sont porteuses en termes de motivation au primaire puis au secondaire aussi? Bonne question. C'est pas nécessairement mon champ d'expertise, la collaboration école-famille, OK. mais c'est un enjeu qui est important. C'est sûr que plus vous avez de la collaboration, c'est-à-dire que le parent est plus là parce que souvent il y a des parents qui remettent beaucoup en question l'enseignement que reçoivent leurs enfants, qui critiquent les approches pédagogiques ouvertement des enseignants, et ça, c'est très dur pour un enseignant de se faire critiquer constamment par un parent, puis même avoir des fois l'impression d'être harcelé par certains parents sur une pédagogie qui est moins optimale. Je pense qu'on doit vraiment s'inscrire dans une discussion avec les parents, essayer de leur expliquer, comprendre vers où on va, pourquoi on va dans cette direction-là, pourquoi on a pris ces stratégies pédagogiques-là, puis comment on va aider les enfants qui ont des difficultés. Donc, c'est vraiment d'informer beaucoup les parents sur ce qu'on fait à l'école, qui est dans le bien-être de leur enfant. Là. Oh, oui, tout à fait. Mais comme je dis, je suis pas un spécialiste de la collaboration école-famille. Mais se parler. J'ai vu des choses là-dessus. Mais, de se parler, oui, de communiquer. Oui. Mais je sais il me semble que la recherche est claire pour montrer que c'est un enjeu important, il me semble. Là. Mais là, je ne veux pas trop m'avancer. Je ne suis pas un spécialiste de ça. C'est bon, c'est correct, merci, pas de problème. Est-ce que vous avez des livres ou des références c'est quelqu'un qui demande ça, pour approfondir l'accompagnement et la motivation des enfants? Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle L'approche Cassie en écriture. Okay. Mais là, vous allez me dire, c'est juste pour des petits en écriture, tout ça. Moi, je pense que n'importe qui peut ouvrir le livre, le lire, puis ça se transpose pour les mathématiques. Même les parents peuvent trouver peut-être leur compte par rapport à ce que je propose. C'est l'approche CAA, enfin, qui est déployée. C'est 5 pratiques pédagogiques qui sont favorables à la motivation des élèves. Puis les 5 pratiques touchent vraiment, répondent à chacun des 3 besoins psychologiques qu'on retrouve dans l'approche CAA, pardon. Ah, OK. Fait, dans le fond, ce livre-là, ça serait, mais c'est en écriture pour des primaires, mais ça se déploie aussi pour les pourraient l'adapter, là. Oui, tout à fait. On a formé presque 200 enseignants dans la région de Québec à cette approche-là. Le livre aussi fait son petit bonhomme de chemin. Il est publié aux éditions Chenelière. Fait que les gens peuvent aller voir puis tout ça. Là, OK. Mais ce que je peux dire aux gens qui est dans le fond, dans le Webiplus, je mettrai le lien pour le livre parfait. aussi. Puis moi, je donne des références aussi là, dans ce Webiplus. Puis il y a des affaires au Réseau Réussite Montréal aussi. Il y a des infographies qui ont été faites sur l'approche CAA. Donc, vous pouvez aller fouiller là-dedans. Bon, excellent. Mais parfait. Merci. Mais écoutez, je pense que j'ai une autre question. Je vais aller voir. Je veux juste être certaine. Puis on va pas de problème. Moi, j'ai du temps. Aucun problème. Bon, en fait, j'ai 2 questions. Fait qu'on va y aller rapidement avec ça. Je les avais pas vues. Je suis désolée. Il y a quelqu'un, il y a Séverine, pardon. Elle nous dit, mon fils au secondaire me demande parfois, de l'aide en mathématiques, mais mes cours sont loin. Bon, vous n'êtes pas la seule, là, je vous rassure. On est plusieurs là-dedans. Et je me sens souvent impuissante pour l'aider. Comment le motiver, mais je suis pas capable de lui fournir l'aide dont il a besoin. Ah oui, mais là, il y a une ressource excellente qui existe. C'est Alloprof. Il faut le motiver à aller consulter Alloprof, qui a des ressources qui, ma foi, sont vraiment exceptionnelles, puis qui aident à comprendre, puis tout ça. Alors, moi, j'invite beaucoup les parents à être proactifs là-dessus, puis à aller avec eux sur le site d'Alloprof pour essayer de trouver des ressources qui vont leur permettre de comprendre. Oui, il y a des vidéos que les jeunes peuvent aller consulter. Puis maintenant, je pense qu'il y a une section où les jeunes peuvent poser des questions. Oui, des gens qui leur répondent. Donc, c'est vrai, c'est une très bonne idée d'aller sur Alloprof. Ça les responsabilise aussi, nos jeunes. Tout à fait. Excellent. On a Rachel qui nous dit de quelle façon la communauté, le milieu de la santé, les organismes communautaires, peut-elle contribuer à la motivation et à la réussite des jeunes? Peut-on soutenir les jeunes directement, les parents ou les enseignants? Donc, comment le milieu, dans le fond, communautaire peut être contributif? Oui, c'est une excellente...
Autrement dit, socialement, il faut montrer faut envoyer un signal que l'éducation, c'est important. Puis, je sais qu'il y avait eu un projet de loi de rendre l'école obligatoire jusqu'à 18 ans. Ouais. C'est pas tant la contrainte et le contrôle que je vois dans une loi comme celle-là qui serait intéressante, mais c'est plutôt le signal que ça envoie à la société pour dire, ah, l'éducation, c'est une priorité pour nous, puis on pense que les élèves devraient obtenir minimalement une qualification secondaire. Donc, ça nous permettrait, je ne dis pas que tout le monde peut être qualifié avec un diplôme national. Il y a des jeunes qui sont en très, très grande difficulté, qui, pour eux, l'école, c'est une souffrance, puis ça va devenir une souffrance, puis qu'à un moment donné, ça prend d'autres types de formations pour eux, notamment la formation préparatoire au travail et la formation pour les métiers semi-spécialisés. Mais on échappe quand même, des jeunes qui sont capables de faire leurs études secondaires. Puis d'envoyer ce signal-là, la recherche nous montre que ça ne serait pas une mauvaise idée socialement, puis ça mobiliserait les gens aussi autour de ça. Puis il faut savoir aussi que les taux de diplomation chez les garçons sont inférieurs à ceux des filles. Probablement une autre explication, c'est que le marché du travail permet aux garçons de s'en tirer avec des salaires qui sont très intéressants. Même s'ils n'ont pas de diplôme d'études secondaires, ce qui est moins le cas pour les filles. Donc, il y a des enjeux ici, là, aussi sur le plan de la diplomation des garçons, c'est qu'ils ont la possibilité d'obtenir des emplois qui sont bien rémunérés, ce qui est moins le cas pour les filles. Donc, les filles ont surtout avantage à poursuivre à l'université pour réussir à obtenir un salaire qui est intéressant. C'est moins le cas pour des garçons. OK, encore. L'égalité n'est pas encore, la parité n'est pas encore atteinte tout à fait. En même temps, mais en même temps, c'est peut-être une bonne chose parce que ça permet aux filles d'avoir un niveau d'éducation qui est supérieur là, présentement. Là. Fait que c'est ça, la compétition dans le marché. Là. Puis après ça, c'est toute la structure. Est-ce que les emplois vont demeurer, les emplois dans lesquels nos jeunes ont quitté l'école, ont abandonné, vont être encore là dans 5, 10, 15 ans? Là, on ne sait pas. Ce qui est clair, par contre, c'est quand vous avez un diplôme d'études secondaires, même si je viens d'énumérer le fait que les salaires sont intéressants, il y a quand même une plus-value pour l'individu d'avoir ce diplôme-là en termes de gains salariaux et il y a une plus-value, bien évidemment, pour la société en termes de revenus fiscaux. Là. Tout à fait, tout à fait. On termine avec une dernière question de Francesca, elle nous parle des classes CSP, où l'enseignement est très individuel. Il est difficile de motiver un enfant dans ce type de classe-là, assez stigmatisé. Avez-vous des recommandations d'activités ou de modèles à adopter à la maison pour motiver nos jeunes? Là, c'est parce que là, j'ai une méconnaissance des classes CSP. Okay. Je sais pas, je connais pas ça. OK. Ben, il n'y a pas de problème. C'est pas grave. C'est correct. Il n'y a aucun souci. Je suis désolé. Hein. À ce niveau. Mais je comprends, c'est de l'enseignement individualisé. C'est ça. Ben, c'est les mêmes principes de l'enseignement individualisé. Le même principe doit demeurer, c'est-à-dire soutenir les besoins de la personne qui est devant nous. Ça, c'est fondamental de ne pas verser dans le contrôle, mais de réussir à lui donner des bonnes rétroactions sur le plan de sa compétence, de développer une relation de qualité avec cette personne-là. Je ne sais pas si je réponds à la question là, parce que je ne connais pas très bien cette structure de classe. C'est ça. Puis dans le fond, elle aussi, c'était pour à la maison, dans le fond. Avec les parents, c'est la même chose. C'est le même soutien qu'ils apportent à leurs jeunes aussi. C'est ça, aussi à la maison, qu'est-ce qu'on peut faire? Fait que dans le fond, c'est ça aussi. Tout à fait. Parfait. Bien, écoutez, merci énormément. Ça a été très intéressant, très instructif. On a de beaux commentaires de gens aussi là dans le chat. On pourra vous faire parvenir ça. Donc, je vous remercie encore pour le webinaire. Je remercie les gens qui ont été présents avec nous durant cette rencontre. Je veux vous rappeler que, oui, je vous ai dit pour le webinaire, mais je veux surtout vous rappeler, on est dans les semaines de la persévérance scolaire. Et puis, demain, c'est la journée Persévère. Donc, c'est une initiative du PREL. On recommande, on dit aux gens de porter du verre, des accessoires en verre, décorer votre maison en verre. Partagez ça sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous taguer.
hashtag JPS Laurentide ou JPS 2022. Montrez-nous ce que vous faites en soutien, dans le fond, à nos jeunes et à la persévérance scolaire. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tout le monde. Et puis, on se revoit pour un prochain webinaire. Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, M. Guy. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.